Bonsoir à tous. Merci d'être venus d'abord si nombreux et je salue donc les gens qui nous regardent à distance. J'ai la chance de faire cette rencontre avec des artistes depuis l'an dernier. Là, c'est la deuxième fois et je suis ravie d'être avec vous et d'être à côté d'une artiste. J'avais mis le mot exceptionnel et puis en fait c'était le mot extraordinaire et je fais exprès de le casser en deux, ce mot, et on va essayer de vous expliquer pourquoi la personne qui est à côté de moi est extraordinaire. Elle est donc compositrice, chef d'orchestre et pianiste, et donc je vous demande quand même un tonnerre d'applaudissements pour elle. Cette rencontre, elle va nous permettre à la fois de comprendre le parcours de Leïla, ta musique aussi, toutes ces œuvres que tu as créées depuis déjà de nombreuses années. On va peut-être même essayer de s'incruster dans ton cerveau pour voir le processus créatif, comment ça fonctionne. Et puis, ça sera l'occasion évidemment de revenir sur African Rhapsody, qui sera le projet qui sera présenté lundi soir, donc dans le théâtre de l'Alliance française. Et puis, on mettra à l'honneur aussi deux mots qui te tiennent à cœur, me semble-t-il, qui sont les mots francophonie, transmission et jeunesse. Ça va, c'est trois mots, mais ça va les trois ensemble. On va commencer par ton parcours, commencer par décrire ce parcours. Alors, ce parcours, il est à la fois artistique et puis académique. On va expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux revenir d'abord sur ton parcours artistique ? Alors, merci Eva. Merci, bonjour à tous. Le parcours artistique, donc en fait, depuis très très jeune, j'ai baigné dans la musique et je me suis très rapidement retrouvée dans des positions de chef d'orchestre et de compositrice. Donc en fait, mon parcours artistique, c'est à la fois un parcours où j'ai appris à jouer du piano, j'ai appris à jouer du piano jazz, mais j'ai aussi appris à créer de la musique, à la composer, à l'orchestrer. Et j'ai fait des études donc au conservatoire et dans des écoles privées. Et puis surtout, j'ai rencontré des personnes importantes dans mon parcours, des musiciens, et j'apprends tous les jours encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la création se nourrit de tout ce qui se passe dans ma vie. Alors, on a vu que tu avais obtenu notamment le prix Django Reinhardt. Il y a eu beaucoup de prix tout au long de ta carrière. Au-delà, j'imagine, du plaisir et de la reconnaissance que ça représente, est-ce que ça facilite aussi un parcours pour une artiste de recevoir ce type de prix aussi prestigieux? Oui, alors j'ai envie de dire que c'était effectivement un prix qui me tenait beaucoup à cœur parce qu'en fait le collège électoral, enfin les membres de l'Académie du Jazz, c'est tous des gens qui sont très investis et très honnêtes dans leur démarche artistique. En fait, c'est pas un prix qui dépend du business ou voilà de l'industrie musicale, qui est importante aussi, mais voilà, donc pour moi c'était très important et effectivement ça m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que je suis la 6e femme en 70 ans d'existence du prix à recevoir cette reconnaissance et donc c'était un honneur aussi pour moi de représenter le genre féminin dans les prix Django. Et j'avoue que depuis ce moment-là, comme vous savez, ça fonctionne souvent comme ça, je pense que ma musique n'a pas été transformée en l'espace de 24 heures au moment où j'ai reçu le prix, mais on a une aura beaucoup plus grande, tout le monde respecte beaucoup et en fait ça donne une légitimité qui nous a permis de diffuser beaucoup plus la musique, d'avoir beaucoup de concerts. Je travaille avec un producteur de concerts aussi, voilà, qui m'aide, et donc voilà, ça crée une dynamique qui est vraiment géniale. Est-ce qu'on peut voir la diapositive prévue suivante? Il y a un aperçu de toutes les pochettes de tes albums.
où on peut voir d'ailleurs qu'il y a une importance du graphisme qui semble te tenir à cœur. Non, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de m'occuper du graphisme du prochain album qui va sortir en octobre pour African Rhapsody. Et c'est vrai que il y a aussi tout un univers à chaque fois dans un album qui porte le message qu'on a envie de transmettre artistiquement. Et donc, alors, on voit par exemple la pochette tout à droite là, de Frida, qui était un hommage à Frida Kahlo avec une calligraphie arabe d'un homme qui s'appelle Naman Zakri, qui est un calligraphe syrien. Voilà, ensuite L'étrange fleur, qui est mon deuxième album. On va y revenir, oui. Si le troisième, où je suis dans des rochers, alors on sait pas trop où c'est, mais vous connaissez les Posidonies, ces jolies algues qui sèchent en Corse, donc voilà, ça c'était en Corse. Utopia, qui était en fait une référence philosophe du XVIIe siècle. La suite Andaman, donc là c'est un voyage en Asie, entre l'Inde et la Thaïlande, et donc les fougères en fait sont un petit peu comme ça évocatrices de la jungle. Et puis pour Astral, quelques étoiles, et puis moi le regard dans les étoiles. Alors, tu as prononcé le mot philosophie. Ça va nous permettre aussi de raconter cet autre parcours. Quand on vous disait qu'il y avait un double parcours, c'est aussi ça, il y a un parcours artistique et il y a un parcours académique qui, moi, me bluffe totalement, qui est à la fois en musicologie, ça on peut s'y attendre, mais qui est aussi en philosophie. Ouais. Tu as 2 diplômes, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai d'abord... ça se passait très très bien à l'école, au lycée. On m'a encouragé à faire des classes préparatoires, donc j'ai fait des études de lettres et de philosophie en particulier. Je me suis retrouvée à la Sorbonne, à Paris 1, et j'ai fait une maîtrise de philosophie que j'ai consacrée d'ailleurs au rapport entre musique et philosophie au XVIIIe siècle, à l'époque baroque. Donc, ça s'appelle la pavoison baroque. Et en fait, c'est au cours de ces études-là que j'ai découvert le véritable Cyrano de Bergerac, parce qu'en fait, on connaît souvent Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand, personnage irrésistible d'un esprit génial. Mais en fait, Cyrano de Bergerac, c'est quelqu'un qui a vraiment existé et qui était un philosophe du XVIIe siècle et qui a écrit les premiers romans de science-fiction de notre littérature. En fait, il a écrit L'autre monde. Alors, État et empire du soleil, État et empire de la lune, où il raconte les aventures d'un narrateur qui part donc c'est les premières utopies, à la suite de Thomas More qui avait écrit Utopia en Angleterre. Et donc Cyrano de Bergerac écrit ces aventures qui sont complètement rocambolesques, où il imagine des sociétés qui n'existent pas et qui servent à la fois à inventer des choses, à laisser son esprit fantaisiste, mais aussi à critiquer le monde dans lequel on vit en exagérant certains traits et en les critiquant dans d'autres mondes. Là, tu parlais de philosophie, donc par rapport à tes études de philosophie. Et puis, il y a ce parcours en musicologie, toujours à la Sorbonne, qui donne naissance à un doctorat. Et là, tu décides de t'intéresser à Duke Ellington et au piano chez Duke Ellington. Pourquoi? Alors, en fait, pour tout vous dire, j'ai rencontré Claude Carrière, qui est un très grand monsieur, très grand spécialiste d'Ellington, qui a fait énormément de radio, comme tu sais. Il a diffusé toute l'œuvre d'Ellington à la radio, ça lui a pris plusieurs années. Et en fait, donc moi, évidemment, en tant qu'artiste de jazz, je connaissais les chansons d'Ellington que j'avais chantées depuis mon plus jeune âge, que j'ai appris au piano ensuite en faisant mes études de jazz. Et à un moment donné, Claude Carrière m'initie en profondeur à toutes les histoires et tous les recoins de l'œuvre d'Ellington. Et il y a 10 ans, on a commencé à donner des conférences ensemble à la Maison du Duke, qui est une association qui promeut l'œuvre d'Ellington et qui l'a fait rayonner en France. Et d'ailleurs aussi à l'international, puisqu'il y a 2 ans, on a organisé un symposium international qui était génial, où tous les grands spécialistes du monde entier sont venus pour partager leurs dernières recherches. Et de fil en aiguille, au bout de quelques conférences, donc c'était en fait une activité qui était effectivement musicologique, mais qui nourrit aussi ma pratique artistique. En fait, ça m'inspire. Et puis Ellington, c'est quand même un modèle fantastique, qui était lui aussi pianiste, compositeur, chef d'orchestre. Je ferai pas un dessin. Donc finalement, de fil en aiguille, je me suis dit que ça pouvait être intéressant à la fois pour moi d'essayer de
de travailler sur cette matière de façon un petit peu plus académique, et puis aussi éventuellement peut-être d'apporter quelque chose de moi-même dans ce domaine. Donc j'ai soutenu ma thèse en décembre l'année dernière, et j'espère un jour publier un livre, enfin d'abord un disque, et puis après on verra un livre. S'il y a des gens dans la salle, voilà, le message est passé, ou si vous connaissez quelqu'un, vous dites. Et alors j'en profite pour dire que... On peut lire cette thèse. C'est pas la thèse, ça c'était le mémoire que j'ai fait pour mon master sur le rôle du piano dans l'orchestre de Duke Ellington, et ça a été effectivement édité en ligne par le laboratoire Iremus, donc de Sorbonne Université, et c'est disponible sur mon site. Donc vous pouvez aller sur leilaolivesi.com. Il y a un onglet qui est réservé aux publications, et là vous pouvez télécharger ce document. En attendant, donc le disque et la thèse, enfin le livre sur Duke Ellington. Ça nous amène aussi directement, parce que là on parle de Duke Ellington, mais il y a des personnages féminins qui sont extrêmement importants dans ton parcours et dans ton œuvre. Il y a notamment le nom de toutes ces femmes qui s'affichent. Ça va de Mary-Lou Williams, donc, qui est compositrice et chef d'orchestre, sans doute une des premières, et pianiste, sans doute une des premières, puisque c'est première moitié du XXe siècle, d'accord? Ah oui, c'est ça. Voilà. Et ça va jusqu'à Nefertiti, pas tout à fait, c'est pas les mêmes profils. Que représentent ces femmes, en fait, pour toi? Oui, alors en fait, il faut que j'explique que depuis mon plus jeune âge, j'ai grandi dans un univers très féminin, avec des femmes fortes, des femmes créatrices. Ma mère était elle-même poétesse, et puis elle était entourée de femmes aussi très engagées, à la fois politiquement au niveau d'un militantisme pour toutes les grandes causes, et aussi artistes. Et en fait, ces figures de femmes ont vraiment nourri mon imaginaire. Donc là, j'ai mis Mary-Lou Williams et Jerry Allen, qui sont deux pianistes qui m'ont beaucoup inspiré, beaucoup marqué. Pour la petite histoire, Jerry Allen est une pianiste que j'ai vue en concert, et la première fois que je l'ai vue en concert, c'était avec Ornette Coleman en quartet, à une époque donc où Ornette Coleman jouait une musique qu'on appelle le free jazz, avec des choses qui sont pas convenues forcément d'avance, pas forcément reconnaissables, et j'étais complètement perdue. À l'époque, j'étais très jeune et je comprenais rien à la musique, et j'ai commencé à regarder Jerry Allen. Et parce que c'était mon seul repère, je me suis dit, ah tiens, une femme, en plus elle était très charismatique. Et je suis rentrée dans son jeu de piano, et au bout d'un moment, à force de l'écouter, j'ai commencé à comprendre tout le reste du quartet et à rentrer dans la musique. Et donc après je me suis intéressée beaucoup à ce qu'elle a fait par ailleurs. Et elle a eu un parcours aussi étonnant, où elle jouait des choses à la fois très traditionnelles. Elle a joué elle a participé à la création du mouvement M-Bass, par exemple, avec Steve Coleman. Elle a joué aussi de la musique très libre, et donc c'est un de mes modèles avec Mary-Lou Williams. Ensuite, Frida Kahlo, donc j'ai donné son nom, enfin le prénom Frida comme titre de mon premier album, parce que j'avais envie comme ça de rendre hommage. Donc il y a aussi Isadora, pour Isadora Duncan dans le premier album. Et alors, pardon, juste une question sur Frida Kahlo. Est-ce que les œuvres que tu connais de Frida Kahlo, les peintures, les toiles, t'ont directement inspiré musicalement? C'est-à-dire que tu t'inspires vraiment d'une toile avant de créer un morceau? Alors, pas dans ce cas-là. Pour Frida, c'était plus son personnage et son histoire à elle, romancée. En fait, c'était à l'époque où le film sur sa vie est sorti. Il y a eu un film, il me semble, à l'époque de ouais, c'est ça. Et donc ça m'avait beaucoup frappé, et je suis allée chercher ses peintures, donc c'est l'univers en général. Et après, par contre, Aïcha Kandisha, vous voyez, donc qui fait partie des figures historiques et mythologiques. Aïcha Kandisha, c'est une sorcière du désert du Sahara, et ma mère, donc Jamila Olivesi, a publié un livre en 1983 avec Fatiha Rakou, la peintre algérienne, et elles ont fait un livre à deux voix où il y a un dialogue entre les poèmes et les peintures. Et donc j'étais vraiment une toute jeune enfant quand le livre est sorti, et j'ai grandi dans cet univers-là. Je me souviens, on allait ensemble au salon du livre, et ma mère faisait des lectures de ses poèmes en exposant les œuvres de son amie. Il y avait tout ça à la maison, d'ailleurs j'ai des tableaux chez moi. Et en fait, cette figure d'Aïcha Kandisha est absolument géniale. Alors, dans la mythologie,
marocaine et ouest-algérienne, en fait, il s'agit d'une sorcière qu'on utilise un petit peu pour canaliser les enfants. Par exemple, on leur dit attention, si t'es pas sage, Aïcha Kandisha va venir te chercher et t'emmener au fin fond du désert pour t'apprendre à mieux te comporter dans la vie. Mais ma mère et Jamila Olivesi et Fatiha Rakou en ont fait le symbole de la femme avec un grand F, la femme, la beauté, l'intelligence, l'histoire, la sagesse et l'initiatrice aussi des hommes. Donc elle s'adresse souvent à l'homme ou aux hommes dans leurs poèmes, enfin dans ses poèmes. Et donc voilà, ça c'est une figure que j'ai trouvée très très intéressante. Et puis j'ai aussi rendu hommage dans l'album Ti à plusieurs figures comme Nefertiti, Ti, des grandes reines, des femmes de pouvoir aussi. Voilà, qui selon moi mérite un hommage. Alors d'autres femmes, dont une dont tu viens de parler, 3 poétesses extrêmement importantes dans ton parcours. Ta maman, Jamila Olivesi, dont tu as mis en musique les poèmes, c'est ça, hein, c'est ça. Et puis 2 autres femmes, alors moi que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à toi, Karine Ancelin et Lucie Tayeb. Ce sont 2 poétesses. Qu'est-ce qui t'inspire dans leurs mots, en fait? Alors, est-ce qu'il y a un point commun entre ces 3 femmes, finalement, entre ces 3 poétesses? Oui, alors tout d'abord, comme vous savez, l'histoire, là, c'est aussi souvent une histoire humaine, une histoire d'amitié. Et en fait, Karine Ancelin était une très bonne amie de ma mère, une amie à moi aussi maintenant. Lucie Tayeb est une amie également. Et en fait, si vous voulez, c'est des relations entre artistes qui aussi évoluent au fil du temps et qui se construisent. Donc régulièrement, quand je voyais ses amis, elle me disait « Ah, regarde, j'ai publié un nouveau recueil », elle me l'offre. Et puis si à un moment donné, il y a un poème qui m'inspire, j'ai envie d'écrire de la musique dessus, eh bien je leur demande si elles sont d'accord, et en général, ça leur fait très plaisir. Donc voilà, j'ai choisi 2 poèmes de Karine pour mon album La Suite en Daman, et 2 poèmes de Lucie dans le dernier album qui s'appelle Astral. Et en fait, il se trouve que c'était des thématiques qui, enfin, les poèmes que j'ai choisis à chaque fois allaient très très bien dans les thématiques de l'album. Donc, par exemple, les poèmes de Lucie, c'est soustraire au feu des rêves, soustraire à la lumière. Et en fait, il y avait vraiment cette thématique astrale. Et en fait, il se trouve qu'Astral était aussi dans les célestes étaient des mots de ces poèmes. Donc, ça m'a parlé tout de suite. Et puis on continue à parler de poètes hommes cette fois-ci. La poésie La Négritude, comme tu l'as intitulé, qui sont des poètes phares. Alors vous connaissez ces noms, évidemment, Césaire, Sangor, Léon Contraste Damas. Moi je l'ai découvert grâce à toi, on va en dire un petit mot, Diop, Corot, Ducasse. Ça, ce sont aussi des textes qui font partie de ton bagage culturel et qui sont source d'inspiration. Oui. Et ils sont venus comment, je vais y arriver en français, comment ils sont venus à toi, ces poètes? Alors, ce qui est assez intéressant dans cette histoire de la négritude, c'est que donc l'année dernière, j'ai été contactée par le Chœur Philharmonique International qui m'a commandé une œuvre. Et en fait, l'objet de la commande, c'était de mettre en musique des poèmes de ces poètes. Oui, c'est ça, de ces poètes de la négritude. Et il se trouve qu'en fait, ça m'a complètement transcendée, parce que je me suis rendu compte en écrivant cette musique et en travaillant sur ces poèmes que c'était exactement la relation que j'aurais rêvé d'avoir avec eux, c'est-à-dire que tous les jours je lisais, voilà, j'étais sur un des poèmes de Césaire par exemple, je lisais du matin au soir, ça me trottait dans la tête, et puis j'avais un dialogue comme ça avec chacun de ces poètes en mettant leurs mots en musique. Et en fait, ça correspondait à la fois à mes origines africaines, parce que moi je suis à moitié mauritanienne par mon père. Ça correspondait aussi à tout l'univers dans lequel j'ai grandi quand j'étais enfant. Donc moi j'ai grandi à Paris, mais mon père qui était diplomate, ambassadeur, et qui avait tout un tas d'amis très intellectuels qui passaient tout le temps à la maison, avec ma mère qui était plutôt du côté artistique. En fait, j'ai baigné dans cet univers. Voilà, et la négritude, c'est ça en fait, c'est à la fois l'idée de la liberté. Alors donc ça parle pas mal de l'histoire de l'esclavage,
c'est la liberté des peuples, c'est l'Afrique, mais c'est aussi les Antilles. Michel Ducasse, sur lequel donc j'ai travaillé aussi l'année dernière, et lui est mauricien. Et donc il y a une partie de son poème qui est en français et une partie qui est en créole. Donc il y a un travail aussi sur la langue française que j'adore. Et voilà. En fait, c'était vraiment l'œuvre que je devais écrire, je pense, et j'étais tellement heureuse de le faire. Est-ce que tu veux lire des textes? Oui, alors on peut faire ça. Un texte de Sangor? Sangor. C'est un texte Sangor, de Sangor, c'est ça. Sangor, c'est un texte de Diop? Oui, alors donc Léopold Sédar Senghor, ça s'appelle À New York. Et donc c'est l'une des œuvres qui fait donc partie de Rhapsody in Black, cette œuvre dont je viens de parler, en cet mouvement, que j'ai écrit pour le Chœur Philharmonique International et qu'on a adapté pour l'album African Rhapsody. Et donc j'ai aussi tout un projet donc de tournée dans la francophonie pour essayer de partager cette musique et ces textes avec des chœurs locaux et avec voilà, des publics dans le monde entier. Et donc j'ai choisi deux de ces poèmes, et notamment celui-ci, New York. Je vais vous le lire. J'ai vu le ciel neiger au soir des fleurs de coton et des ailes de séraphin et des panaches de sorciers. Écoute, New York. Oh, écoute ta voix mâle de cuivre, ta voix vibrante de hautbois, l'angoisse bouchée de tes larmes, tombée en gros caillots de sang. Écoute au loin battre ton cœur nocturne, rythme et sang du tam-tam, tam-tam et sang et tam-tam. New York, je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang, qu'il dérouille tes articulations d'acier comme une huile de vie, qu'il donne à tes ponts la courbe des croupes et la souplesse des lianes. Voilà tes fleuves bruissants de caïmans musqués et de lamantins aux yeux de mirage. Et nul besoin d'inventer les sirènes, mais il suffit d'ouvrir les yeux à l'arc-en-ciel d'avril. Et les oreilles, surtout les oreilles, à Dieu qui, d'un rire de saxophone, créa le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il dormit du grand sommeil nègre. Léopold Sédar Senghor. C'est étonnant parce qu'on entend les sons, il suffit d'un mot comme saxophone, mais aussi la voix vibrante du hautbois. Tout ça, j'imagine que c'est aussi ça qui t'amène à composer à travers ces mots-là. Oui, carrément. Ouais. En fait, quand je fais ce travail de mettre en musique un poème, d'abord je m'imprègne évidemment du poème, je m'imprègne des sons, des mots, de chacune des syllabes, et ensuite j'entends, j'essaye de découper, parce qu'en fait l'œuvre que j'écris, elle va, comme c'est du jazz, il va y avoir des passages un petit peu équivalents au récitatif dans l'opéra, et d'autres passages qui vont être plutôt des airs et des refrains quand on parle de jazz ou de musique populaire. Et donc il y a des moments où je vais décider en lisant le poème quel moment sera plutôt descriptif, récitatif, à quel moment j'ai envie de créer un refrain, une ritournelle, et donc parfois je prends des libertés pour répéter plein de fois une phrase si cette phrase-là me parle par exemple. Et puis je vais aussi essayer, donc par exemple dans ce poème, si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans les détails, et dans ton cerveau en même temps, et dans mon cerveau de compositrice, par exemple dans ce poème, j'ai tout de suite la première chose qui m'a frappée, c'était le refrain. Et le refrain, je suis sûre que vous pouvez deviner en regardant ces mots. Vous pouvez très bien deviner où il se trouve. New York, je dis New York. Avec la répétition du kill. Ah non. Allez, C'est pas ça. encore un essai. C'est rythme et son du tam-tam, tam-tam son et tam-tam. Tam-tam son et tam-tam. Alors moi, quand j'ai lu ça, tam-tam son et tam-tam, ça s'est transformé directement en ça. Vous pouvez chanter? Alors, juste une question, parce que tu dis que tu suis effectivement le poème, et en même temps, là, tu viens de nous prouver, les accents, tu les mets pas forcément
par rapport à l'écriture de Césaire, de Chambord, pardon. C'est-à-dire que c'est pas l'accent va pas être mis à une virgule ou à une fin de phrase. Tu la réinterprètes aussi, tu réinterprètes ces mots-là et cette rythmique-là. Oui, ça peut m'arriver. En général, je respecte quand même la ponctuation originale. Mais des fois, j'ajoute du suspense, donc je crée une attente qui va soit être un accord, par exemple, qui va se développer, soit un solo, carrément, d'un musicien qui va s'intercaler à un moment donné où j'ai envie que ça respire. Parce qu'en fait, quand on lit un poème, c'est une chose. Je peux lire tout à la suite en respirant un petit peu, mais quand on fait de la musique, je trouve ça bien de laisser respirer, et donc je choisis des moments où, hop, j'ouvre. Et donc là, il y a de la musique. Merci infiniment. Est-ce que tu veux quand même dire un mot sur le poème de Diop, de David Diop? Alors, oui, je peux vous dire aussi un mot. Qui a quand même le titre du poème, Un jour le silence, quand on est musicienne. Un jour le silence. Oui, c'est vrai que en fait, c'est moi qui ai choisi le titre, pour de vrai. Parce qu'en fait, c'est ce que je trouvais le plus frappant, justement musicalement. Mais le titre de l'œuvre originale, en fait, c'est juste un extrait, et c'est Celui qui a tout perdu. Et Celui qui a tout perdu, même si c'est un très beau titre poétique, pour la musique, je trouvais ça moins fort. Donc j'ai pris, l'initiative d'appeler ça Un jour le silence. Et en fait, j'ai découpé ce poème en 2 parties. Et la deuxième partie s'appelle Les Nuits. Donc il y a Un jour le silence et Les Nuits. Donc en fait, ça sera sur 2 titres dans l'album. Et en fait, donc pareil, c'est écrit pour un chœur à 4 voix. Et là, comme vous pouvez imaginer, alors c'est un poème que j'ai trouvé très très beau dès le départ. Le soleil brillait dans ma case et mes femmes étaient belles et souples comme les palmiers sous la brise des soirs. En fait, quand on lit cette phrase, on a déjà tellement de musique dans la tête. Pour moi, je vois très bien le vent souffler dans les feuilles des palmiers, les pirogues, les crocodiles, la lune. Enfin voilà, c'est très très imagé. J'aime beaucoup cette poésie pour ça. C'est une expérience sensorielle aussi à chaque fois quand tu découvres aussi un texte, j'imagine. Il y a tous les sens qui sont en éveil pour mieux apprécier le texte. Il y a un mot extrêmement, enfin les 2 derniers vers, moi je les trouve absolument sublimes. Les fers de l'esclavage ont déchiré mon cœur, tam-tam de mes nuits, tam-tam de mes pères. Je voudrais juste te poser une question sur tous ces textes qui parlent de la négritude. Est-ce que toi, dans ton art, dans tes œuvres, tu as l'impression de proposer une œuvre politique? Est-ce que ce terme de politique, tu le revendiques ou a du sens par rapport à ton travail d'artiste? Oui, alors pour moi, la politique, en fait, elle est partout elle est partout avec nous, puisque la politique, c'est une façon d'organiser la vie ensemble, au sens aristotélicien et platonicien. Et en fait, pour moi, faire de la musique, déjà créer de l'art, c'est un acte politique quelque part. Parce que pour moi, ce qui est très très important dans le vivre ensemble, c'est de savoir s'écouter. Et l'écoute, c'est fondamental dans la musique, en général, et encore plus dans le jazz. Puisqu'on joue ensemble, on s'écoute, il y a quelque chose de complètement magique quand on joue ensemble. Donc c'est déjà, vivre ensemble, pour moi, quelque part, c'est déjà un acte politique. Et pour moi, ce qui est très très important dans la dimension sociale, c'est la transmission. Donc transmettre ce qu'on ressent en tant qu'artiste et créer et essayer de le partager, déjà c'est très fort. Après, je n'ai pas de revendication politique en tant que telle dans mon œuvre, mais le fait d'avoir travaillé sur ces poèmes, en tout cas cette fois-ci, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on a aussi une responsabilité en fait en tant qu'artiste à véhiculer certaines idées, à les partager, surtout quand c'est chanté. Donc effectivement, dès qu'il y a une chanson, on est tout de suite déjà plus dans un acte militant quelque part. Et j'ai vraiment grandi, en tout cas. Alors moi, je suis née au Moulin d'Andé, qui est un lieu extraordinaire en Normandie. Et en fait, dans ce lieu, le Moulin d'Andé, c'était un lieu de création déjà très très fort et aussi de militantisme très fort. Donc il y avait tous les chefs d'État africains qui se battaient pour la décolonisation. Tout un tas d'artistes. Par exemple, Perec a écrit La disparition au Moulin d'Andé. Il y a une partie de Jules Gym qui a été tournée là-bas. Donc il y a beaucoup de cinéastes et d'artistes aussi qui sont passés par là-bas.
Et donc j'ai vraiment grandi dans toute cette énergie, cette effervescence cosmopolite et quelque part politique. Oui, militante en tout cas, bien sûr. Tu disais l'importance de l'écoute et notamment en jazz. C'est pour ça que tu accordes de l'importance aussi dans chaque œuvre à garder une part pour chaque soliste, enfin pour chaque musicien, qu'ils aient aussi une partie pour eux, pour s'exprimer de façon individuelle. Et donc ça force les autres aussi à écouter à ce moment-là chacun. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une prise de parole aussi dans le jazz, mais on aime bien quand ça circule. Ouais. Chacun a le droit, même si on n'est pas le soliste principal à un certain moment, on peut très bien proposer des choses, et la section rythmique a un rôle à jouer, les autres musiciens peuvent intervenir, et donc il y a vraiment un dialogue qui se fait sur scène aussi. Je vous invite à venir nous écouter. Peut-être qu'on peut avoir un petit bout de ce projet Rhapsody in Black. Oui. Parce que tu as eu la gentillesse de nous amener un extrait. C'est un concert que vous avez donné à lors du festival de jazz de Saint-Omer. C'est ça? Alors non, celui-là c'est la création de Rhapsody in Black qui a été en octobre dernier à Radio France. Ah, Radio France, oui, je mélange pas. Avec donc le Chœur Philharmonique International, dirigé par Yanis Ben Abdallah, et un quintet de musiciens. Voilà, vous voyez la présentation. Je vais lancer le trailer. Pourtant, je suis une hydre à 1000 têtes. La négraille assise, inattendument, debout. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Debout.
extraordinaire. Je trouve que ça, c'est très symbolique avec ces 3 minutes qu'on vient de voir, parce que on mesure ton travail qui est dingue, capable de faire jouer un chœur avec évidemment tes musiciens, et par ailleurs un baryton et une soprano et un comédien, et toutes ces influences musicales qu'on ressent à travers 3 minutes, quoi. On a l'impression que c'est un boulot de dingue. Non? Je peux pas dire que ça m'a pas pris un peu de temps quand même pour écrire toute cette musique et l'énergie. Là, on le ressent vraiment. En 3 minutes, on ressent toute l'énergie que tu y mets dans cette musique-là. Ouais. C'était ça aussi, c'était de jouer sur cette force, cette puissance-là. C'est ça. En fait, si vous voulez, ce que j'ai ressenti, ce dont je parlais tout à l'heure quand j'ai composé cette musique, et qui était très 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 fort au départ, finalement, cet enthousiasme c'est communiquer et avec les musiciens, et avec les choristes, et avec le public, et à chaque fois qu'on joue cette œuvre, après, c'est incroyable, en fait. Il s'est passé vraiment quelque chose. Et là, par exemple, on l'a joué il y a pas très longtemps à l'Hôtel de Ville, à la mairie de Paris, pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et en fait, on a eu une standing ovation de dingue, alors que c'est pas habituellement le cas dans ce genre de spectacle. Et parce que le public était emmené, il était vraiment avec nous, et on a fini la dernière note et bam, tout le monde s'est levé d'un seul coup, et j'ai senti en fait cette communion qui est à la fois portée par la musique, par les textes, et puis par l'excellence aussi de tous les interprètes qui la jouent. C'était vraiment chouette. Ça avait été joué à Saint-Eustache. Oui, on l'a joué à Saint-Eustache, on l'a joué pas mal de fois. Il y a plusieurs reprises, oui, c'est vrai. Et je pense que cette œuvre a encore de l'avenir, et c'est pour ça, justement, que je propose, donc là, je lance un appel à tous les instituts culturels, à toutes les alliances françaises pour essayer de faire passer le message, c'est-à-dire que nous, on aurait envie de jouer ça partout dans le monde entier. Et donc, on est en train d'essayer de monter des tournées. Le concept, c'est de faire intervenir des groupes, des chœurs locaux, et de venir nous, alors on viendrait peut-être pas en octet parce que ça fait vraiment beaucoup un plateau artistique un peu énorme, mais on pourrait venir en quintette, avec Yanis Ben Abdallah, donc, qui était le chef de chœur que vous avez vu dans la vidéo, qui est aussi un magnifique ténor, un artiste lyrique fantastique, qui donc chante dans l'album qui va sortir en octobre avec un chœur, un groupe vocal professionnel qu'on a monté pour l'occasion. Et en fait, donc l'idée, c'est de venir faire travailler un chœur local pendant quelques jours, en amont du concert et de la création. Et ensuite, on reviendrait avec toute l'équipe pour 2-3 jours de répétition générale, concert. Et à ce moment-là, ça permet à la fois donc de continuer à partager cette musique, de transmettre cette œuvre, et de travailler avec des gens sur place. Ouais. Ça, je trouve ça. Il y a une création dans la création quelque part, en fait, avec cette idée de transmettre avec ces groupes locaux. African Rhapsody, c'est le 23 mai, il y a un extrait qui sort, un single qui s'appelle Joy. Ouais. Et puis ensuite, ça sera l'album au mois d'octobre. Exactement. Le Poetic Birds. C'est donc le groupe des 12 chanteurs. Là, vous voyez, c'est une photo qui a été prise pendant l'enregistrement en studio, donc il y a 1 mois. Le disque est en cours de production, mais donc je vous dévoile déjà une photo qui sera dans le livret, où il y a donc tout un tas de super chanteurs, et ils sont 3 par pupitre, donc 3 sopranos, 3 altos, 3 ténors, 3 basses. Et donc Yanis Ben Abdallah dans les ténors, et Yete Kéros, que vous avez entendu chanter tout à l'heure comme soliste, qui fait aussi partie du groupe Poetic Birds. On a déjà parlé de la tournée, enfin de ce projet de tournée francophonie, on a appelé ça tournée francophonie. Exactement. Jazz et chant choral. Ah oui, parce qu'en fait, on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi une rencontre esthétique dans ce projet, puisque comme vous avez pu voir, le chœur qui chantait est un chœur plutôt habitué au répertoire lyrique, classique, et en fait, il rencontre le jazz, et c'est aussi de la magie. Enfin, moi, j'aime bien faire tomber les barrières, et voilà. Là, on l'a senti en 3 minutes, on l'a senti. Barrière tombée, okay. Et barrière générationnelle aussi qui tombe, parce que il y a quelque chose qui te tient à cœur, vraiment, c'est tous les projets que tu peux mener avec un jeune public.
Je sais que demain, tu seras avec une classe de maternelle dans une école d'à côté. Incroyable. Que tu as fait un projet avec un lycée, avec un collège. On va revenir sur un autre des projets que tu as fait. Ce thème de la jeunesse, il est né dans les petits bouts du jazz. Peut-être que tu racontes ce que c'est les petits bouts du jazz. Oui, Tout le volontiers. monde connaît pas forcément cette Pas formation. forcément, mais alors ça a très bien marché. Au départ, quand j'étais très jeune et que je commençais la musique, je faisais des stages de musique l'été avec mes professeurs de musique, et c'était la famille Caillard. Et en fait, on se retrouvait tous les matins de 9h à 10h avant d'aller à nos cours respectifs. Alors, qui faisait de la flûte à bec, du violon, de la trompette, du jazz, etc. Tous les styles étaient représentés. Et donc, on se retrouvait avant pour chanter ensemble. Et on a inventé des paroles en français sur des standards de jazz. Donc, c'est la première fois finalement que j'ai entendu parler de Duke Ellington. C'était là. Et on a enregistré un premier album qui a très bien marché, qui s'appelle tout simplement Les Petits Loups du Jazz. Et finalement, Olivier Caillard, donc, qui était aussi mon professeur de piano jazz, a rappelé tous les enfants qui avaient participé à l'enregistrement en disant, en fait, ça a tellement bien marché, ça serait bien de tourner et de continuer, en fait, de monter une troupe. Donc, j'ai fait partie des Petits Loups du Jazz pendant 8 ans. Et là, vous me voyez, donc, c'était une photo qui a été prise en studio. Et t'avais quoi, 13-14 ans? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Pas trop changé, c'est ça? Et non, mais c'était vraiment super. Et c'était mes premières expériences professionnelles, en fait, parce qu'on jouait avec des super musiciens. On a fait des très belles scènes. On a fait le Casino de Paris, on a fait l'Olympia, on a fait des festivals de jazz, et on a sorti plusieurs albums que vous voyez notamment sur la droite là. J'en profite pour poser une petite question personnelle parce que effectivement, au début de cette rencontre, tu nous as raconté ton parcours de musicienne, mais j'avais envie de savoir tes premiers émois musicaux. Est-ce que tu arrives à t'en souvenir, c'est-à-dire à peu près à quel âge ils sont arrivés et avec quel type de musique? Alors, à la maison, il y avait beaucoup de jazz. Dès le départ, ma mère mettait souvent Kind of Blue de Miles Davis, des disques de Charlie Parker, des disques de la Nouvelle-Orléans, et du Piazzolla. Donc, Astor Piazzolla, on improvisait des ballets dans le salon, comme ça, complètement improvisé. Et Nina Simone aussi. Elle était très amie avec Nina Simone, ma mère. Donc Nina Simone a vécu chez moi pendant 15 jours quand j'étais petite. Est-ce que ça m'a marqué? Ouais. C'est fort possible. Et je me souviens aussi d'écouter le Requiem de Mozart et de faire le chef d'orchestre. Voilà, j'imaginais, je pense que ça nous est tous arrivé. D'essayer de diriger un orchestre. Je suis pas sûre que ça arrive à tout le monde de s'imaginer chef d'orchestre, mais surtout de le devenir après, mais bon. Et en fait, c'était donc c'était très naturel pour moi, en tout cas, d'aller vers le jazz. Donc j'ai très rapidement souhaité jouer du jazz, même si j'ai commencé par la flûte à bec, parce qu'on a dit à mes parents que j'avais les mains trop petites et qu'il fallait que je fasse de la flûte d'abord. Donc j'ai fait de la flûte à bec, j'ai joué la musique baroque, qui m'a amené finalement de fil en aiguille à étudier aussi cette musique que j'aime beaucoup. Mais donc le jazz est arrivé assez tôt dans ma vie, je dirais j'ai commencé à jouer du jazz vers 11-12 ans. Ah oui, c'est très jeune. Ouais. Et après, j'ai voulu quand même faire du classique, du piano classique, et acquérir à la fois cette culture, parce qu'en fait, on peut pas jouer du piano sans se demander ce qui a été écrit pour le piano, enfin pour cet instrument en fait. Moi, je pense déjà en tant qu'instrumentiste, et puis par rapport à l'histoire de la musique, c'est tellement enrichissant. Donc je suis allée au conservatoire après pour faire du classique en parallèle du jazz, et j'ai eu les deux formations en fait, et j'ai fait aussi de l'écriture classique et de l'orchestration classique. Parce que, à un moment donné, je pense que c'est important, en tout cas, quand on compose et qu'on essaye d'agencer les sons de façon harmonieuse, de ne pas se cantonner à un style musical. Est-ce que c'est aussi le cas avec les œuvres jeunesse que tu proposes, c'est-à-dire qu'on va dans tous les styles musicaux où c'est très très jazz? Alors, avec ce projet, c'est une première. Le projet s'appelle Le Tour du Monde en 80 lunes. Mm-hmm. Il y a une petite tortue qui c'est ça, regardez. Comme ça, voilà. Alors on me dit l'autre jour, mais pourquoi le tour du monde en 80 lunes? C'est vrai, vous connaissez tous le tour du monde en 80 jours. Ouais. En fait, c'est parce que mon héroïne
Donc c'est une œuvre que j'ai composée en 7 mouvements encore. J'aime bien les œuvres en 7 mouvements. Et c'est l'histoire de cette tortue donc marine qui s'appelle Léa, qui naît dans l'océan Indien et qui décide de partir faire le tour du monde. Mais évidemment, c'est une tortue, donc 80 jours, c'est beaucoup trop court. D'ailleurs, c'est chanté par les enfants dans le premier mouvement. Et en fait, pour cette œuvre, donc j'ai écrit et la musique et les paroles. Ça fait aussi pas mal de travail, hein, j'ai envie de dire. Non, c'est pas grand-chose. Voilà, ça fait tout un joli petit livret comme ça. Et en fait, je me suis amusée à prendre des proverbes, parce qu'en fait, c'est aussi une des choses que je trouve très belle qu'on a sur Terre et dont on pourrait profiter un peu plus, c'est la sagesse de toutes les cultures différentes qui sont sur cette planète. Et donc, j'ai essayé de transmettre ça en choisissant des proverbes un petit peu de partout et les mettre en musique et de rythmer finalement les aventures de cette petite tortue par des proverbes et des dictons du monde entier. Est-ce que, on va quand même vous donner la parole, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance avec les gens qui nous suivent? Alors, la région de provenance des gens qui nous suivent, que tu saches, ça vient des Pays-Bas, de Roumanie, d'Italie, l'Alliance française de Santa Rosa en Californie, l'Alliance française en Alsace, à Santander en Espagne et en Biélorussie. On vous embrasse, on vous applaudit. On vous remercie d'être avec nous. Il y a William Trinody, vous nous avez parlé de Sangor. Est-ce que vous avez d'autres écrivains dans le même genre, peut-être plus récents, qui vous inspirent? Oui, alors déjà, il y a les poétesses qu'on a citées tout à l'heure, qui sont des poétesses contemporaines, donc Lucie Taïeb et Karine Ancelin, les deux Ancelin. Et il y a Michel Ducasse, qui est l'un des auteurs donc que j'ai mis en musique l'année dernière pour Rhapsody in Black, et qui est bien vivant. Il est bien vivant, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vient de publier une traduction en créole du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, et donc il y a une édition bilingue qui vient de sortir à l'île Maurice et qui est disponible alors surtout là-bas pour l'instant, mais voilà, il est là, il fait vivre et ses textes sont magnifiques aussi, donc je vous invite à continuer à le lire. Et puis alors Damas, il est plus là, mais on n'en a pas trop parlé tout à l'heure. On a envie d'en reparler. En fait, Léon Gontran Damas, il était donc c'était un des 3 auteurs de la négritude, en tout cas qui ont vraiment installé ce mouvement. Il y a déjà un petit moment, mais en tout cas, ces textes sont toujours d'actualité. Ils sont très très forts, très vivants. Et d'ailleurs, dans un documentaire que j'ai vu de Sarah Maldoror, qui a fait un portrait d'artiste de Césaire, on entend de Damas, on entend justement Césaire et Senghor parler de lui et dire qu'en fait il l'admire énormément parce que c'est vraiment l'artiste le plus authentique des 3 peut-être. On a parlé d'écriture poétique qui t'inspire. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'écriture qui t'inspirent? Je me demandais, est-ce que par exemple un roman ça pourrait t'inspirer? Est-ce qu'une écriture cinématographique ça pourrait t'inspirer? Ou autre? Oui. Bah oui, alors les romans, beaucoup. Par exemple, il y en a un dont j'ai pas parlé, mais il y a une autre figure féminine qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup inspirée, c'est She That Must Be Obeyed. Le titre dit tout. En fait, son nom c'est Ayesha, et en fait c'est un roman de Henry Rider Haggard, un auteur anglais du 19e siècle, qui était aussi qui préfigurait le roman d'aventure. Et en fait, il raconte l'histoire de cette déesse qui s'appelle Ayesha, et qui est une déesse qui a, je crois, 2000 ans, mais qui reste jeune éternellement, évidemment sublime et belle comme au premier jour, et qui attend la réincarnation de son amant, qu'elle avait malencontreusement dû assassiner parce que il avait fait des bêtises, je crois, mais bon, elle l'aimait quand même toujours, et elle attendait qu'il se réincarne. Et voilà, c'est une histoire qui m'a vachement inspirée. Ça s'appelle Ayesha. Voilà, et puis Cyrano de Bergerac aussi, ce sont des textes qui sont pas poétiques mais qui m'ont inspirée. Et c'est vrai que la philosophie et la littérature m'inspirent en permanence. Ouais. Il y a Sissi qui te demande, est-ce que vous avez déjà joué à l'étranger, dans quel pays, et lesquels vous ont le plus marqué et pourquoi?
Alors, j'ai fait une tournée dans les instituts français de Grèce et de Turquie, il y a longtemps, à l'époque d'Utopia, justement. Et c'était fantastique. Alors, on avait joué à l'Institut français d'Athènes, IFA. Je me souviens que l'accueil était vraiment très chouette. Et puis, c'était chouette de partir comme ça en tournée avec mon quartet. Et je me souviens d'un vol. Alors, quand on est passé de la Grèce à la Turquie, on a fait le vol Athènes-Istanbul. Et là, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense qu'on a vraiment cru que c'était notre dernière heure. Parce que il peut y avoir des turbulences extrêmes. C'est-à-dire qu'on voit l'avion se tordre dans tous les sens, et avec les éclairs dehors, etc. Et les hôtesses criaient, hurlaient au fond, ça vous a pas rassuré? Bah non, j'imagine. Et donc, il n'y avait plus personne, on n'a eu aucun message, mais évidemment, on s'est attaché et on a essayé d'attendre que ça passe. Et quand on est parti, personne n'était là pour nous dire au revoir. Enfin, c'était vraiment, la panique alors. Ouais, c'est terrible. Voilà. Et alors après, donc les concerts qu'on a fait à Istanbul, Izmir et Ankara, c'était fantastique. Et je me souviens en particulier d'Ankara, parce que c'est un festival de jazz international. On a joué dans la cité universitaire, enfin dans un très très grand auditorium sur le campus, et il y avait énormément de jeunes et d'étudiants qui étaient dans le public, et ça c'est quelque chose que j'apprécie surtout à l'étranger, voilà, de rencontrer des jeunes qui étaient super, et ça fait des belles rencontres. Après, où est-ce que j'ai joué? J'ai joué à Nouakchott en Mauritanie plusieurs fois, parce qu'en fait maintenant ils ont un festival de jazz là-bas. Donc évidemment, je crois que je suis la seule artiste de jazz mauritanienne, en tout cas vivant en France. Et je crois que comme pianiste, je suis pas sûre qu'il y en a une autre ou un autre. Donc voilà, ils m'ont invitée, j'étais ravie, et c'était très très rigolo de jouer là-bas. Alors j'ai joué avec la Marfa évidemment, parce que c'est comme ça qu'on s'habille là-bas, et c'était pas très pratique pour faire du piano. Mais je me suis habituée quand même, donc ça fait des drôles de souvenirs aussi. Et puis où est-ce que j'ai joué? J'ai joué en Argentine, j'ai joué... j'ai pas mal voyagé. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous êtes sage. Vous êtes très sage. Ah, bien sûr. Vous avez évoqué Nina Simone. Oui. Est-ce que vous avez rencontré ou vous avez joué avec Lisa Simone? Sa fille. Alors, oui, j'aimerais bien jouer avec Lisa Simone, bien sûr. Bien sûr. Je la connais pas du tout. En fait, on n'était pas... Je suis pas restée proche de Nina spécialement. En fait, elle a vécu chez moi à l'époque où elle habitait à Paris. Et à un moment donné, elles étaient très amies avec ma mère, et elle avait besoin d'aller quelque part. Elle est venue chez nous. Donc ça s'est fait comme ça, mais j'ai pas vraiment gardé le contact. Mais oui, pourquoi pas une collaboration. On veut donner un peu plus de travail parce qu'on trouvait que c'est pas assez. Je voudrais dire un petit mot aussi pour remercier vraiment l'Alliance française de nous avoir reçus. Merci infiniment. Remercier le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés qui fait énormément d'actions pour la création envers la jeunesse. Donc moi j'ai eu le bonheur de faire plusieurs actions avec eux, et voilà, c'est un super festival, et on applaudit Eva Rock. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir, et juste un petit mot pour vous dire que vous voyez, l'an dernier c'était Karine Turin qui était à ta place. Donc encore une femme, et c'est quelque chose qui compte, je pense. Il faut gagner en visibilité, donner la parole et montrer tout le travail de ces créatrices, qui est extrêmement important. Donc un grand merci au festival d'avoir fait aussi ce travail-là de visibilité de nos artistes femmes. Merci beaucoup. Merci, très bonne soirée.